Le Paris Saint-Germain et Marseille, ce sont quand même des clubs qui ont une certaine similitude. D'abord, ils sont issus de deux grandes villes. Ensuite, en début de saison, on leur prête toutes les vertus sur la foi du recrutement ou des joueurs qu'ils possèdent. Et puis, en définitive, ils se retrouvent à 8 journées de la fin en train de jouer plutôt le bas du tableau. Mais il est vrai que Marseille est le club qui ne perd plus, en tout cas depuis l'arrivée de Jules Zunca. Quant au Paris Saint-Germain, il voudrait bien se retrouver dans ce genre de situation. Alors nous allons voir si tout à l'heure au Parc des Princes, Marseille a gardé son invincibilité du moment. Un reportage de Georges Leminique. Les Bleus du Paris Saint-Germain et les Blancs de Marseille ont tout de suite senti des fourmis dans leurs jambes, Pierre Congioni, puisque les deux premiers buts de cette soirée ont été inscrits au Parc des Princes, un parc bien déserté. Première minute, première action donc de la rencontre, un coup franc ici, concédé par Cole, le Parisien, face à Boubacar, le Blanc marseillais. Le numéro 4 de Marseille, Bacconnier, une balle que prolonge Berdol sur Six qui s'échappe là-bas sur la droite, pour mieux recentrer vers qui en direction de Berdol. Berdol qui n'a pas été très efficace contre le Tchécoslovaque, mais qui réussit ici le premier but de la partie que l'on revoit à Six et Berdol de l'intérieur du pied, 1-0 donc à la première minute de jeu. Corner cette fois 3 minutes plus tard au bénéfice du Paris Saint-Germain avec Armando Bianchi, balle repoussée mais pas très loin. Ici c'est Lemou qui s'infiltre, il est déséquilibré par le Marseillais Fernandez et c'est un coup franc mais cette fois au bénéfice du Paris Saint-Germain. Battenet est là, Mijon aussi mais qui repousse devant 3 maillots bleus dont celui de Bureau et c'est l'égalisation que nous revoyons. Donc un but partout après 4 minutes de jeu. On pratiquait, vous le constatez, un football offensif, tellement offensif que les défenses faisaient preuve de largesse et les acteurs de maladresse. Car malgré une débauche d'attaque, surtout côté Paris Saint-Germain, la mi-temps avait été sifflée sur le score de 1-1. Alors qu'ici on voit Battenet, nous sommes en deuxième mi-temps, 5 minutes après la reprise. Le PSG était revenu sur le terrain avec d'excellentes dispositions et va faire ici pencher la balance en sa faveur avec Bureau pour Moustapha Daleb bien esselé et c'est le 2-1 à la 50e minute. Une minute plus tard, un beau départ tout à l'heure de Daleb toujours, un beau redoublement de passe avec Bianchi pour Daleb en direction de la surface. Il est balancé ici par un blanc, en l'occurrence Svinka. C'est le pénalty indiscutable qu'indique monsieur Verbeek. Pour le tirer, Bianchi, mais pas Carlos, Armando. Mijon n'est pas passé très loin, mais il n'y a pas cru totalement, c'est dommage. 3-1 pour Paris. Dès lors, bien sûr, tout porte à croire que les Parisiens ont définitivement gain de cause. Eh bien, c'est mal connaître l'OM de Jules Svinka qui vient d'empocher 10 points sur 12 depuis la reprise. Un OM qui vient de livrer 7 matchs sans défaite et qui, bien sûr, n'entend pas voir ce soir interrompre cette belle série. Berdol pour Six, corner concédé par le Paris Saint-Germain. Pour le tirer, Six et de la tête, une formidable reprise de Duig, 3-2. L'Olympique de Marseille est remis en selle et va poursuivre ses efforts qui vont être tout de suite récompensés. Corner à la 80e minute, Baratelli dégage du point pas très loin, Boubacar et Berdol qui prolongent, c'est l'égalisation 3-3. Égalisation méritée, on pense dès lors que les Marseillais vont sauvegarder ce point. Mais de l'autre côté, il y a le diable de Carlos Bianchi qui a des antennes et qui doit savoir peut-être qu'à Monaco, Onis l'a rejoint au classement des buteurs. Alors regardez. Renaud, Lemou et puis qui est là, Carlos Bianchi, une formidable reprise. 4-3 pour le Paris Saint-Germain. Comme c'est magnifique, on vous remontre cette reprise modèle. Bianchi, 21 buts, buteur numéro 1. Paris Saint-Germain, 4. Olympique de Marseille, 3. On en restera là. On en restera là, c'est déjà pas mal. En tout cas, les spectateurs du parc ce soir ont été gâtés. Nous allons suivre dorénavant Strasbourg, le leader. Nous le verrons en coupe contre Bastia. Nous le verrons dans 15 jours contre Sochaux en championnat. Mais pour ce soir, nous avons choisi le duel des deuxièmes, c'est-à-dire entre Saint-Étienne et Nantes. Alors Nantes recevait Sochaux à Marcel Saupin. On gagne rarement à Marcel Saupin, mais Sochaux est une équipe solide, 7e du championnat. Très très bonne technique, tout pouvait se passer. Nous allons voir si les Nantais ont pu conserver leur chance de disputer le titre, la première place. Reportage de Didier Roustan sur des images de Jean Pradinas. Strasbourg, plus exactement Nantes-Sochaux et tout de suite les équipes qui rentrent sur le terrain. Sochaux joue en blanc et Nantes en jaune.
Quelques changements dans la composition des équipes. Bargas, qui a écopé récemment d'un avertissement, est suspendu. Michel prend donc le poste de libéraux. Alors que à Sochaux, 2 absents de marque, Ivezic est claqué et Patrick Révelli est, tout comme Bargas, suspendu. D'entrée de jeu, les Nantais s'installent dans le camp des Blancs. Et tout de suite, une faute de Djadaoui sur Pékou. C'est un coup franc sifflé par M. Bancourt. On joue seulement depuis 1 minute de jeu. Le coup franc va être tiré par le numéro 8, Oscar Muller. Et regardez bien, le ballon va être contré par un défenseur de Sochaux. Mais finalement, Rust peut bloquer. Et Sochaux va pouvoir se dégager. Mais pas pour longtemps, car Nantes domine assez sérieusement en ce début de partie avec Rampillon. Mauvais dégagement de Posca, mais finalement, Sochaux a toujours le ballon. 2 contres favorables pour Maxime Bossis, l'arrière droit nantais. Un centre en retrait et Pékou, pourtant bien placé, démarqué à 6 mètres des buts, rate complètement sa reprise. Sanoun pour Henri Michel, très offensif en ce début de partie. Centre d'Oscar Muller, mais le ballon est toujours nantais. Avec Loïc Ami sur l'aile gauche. Rampillon maintenant. Et Baronkeli. Il lui manque quelques centimètres. Il peut donner en retrait à Muller. Rio qui est contré par Gay. Et regardez, une excellente contre-attaque de Sochaux. Michel avait bien taclé, mais Meyer a pu reprendre le ballon. Un changement d'aile et une très bonne reprise de Parison que Bertrand Demann ne peut que repousser. C'était un avertissement pour les Nantais. Et côté public, on est un peu inquiet car les minutes passent et toujours 0-0 et Nantes qui connaît maintenant bien des problèmes. Nantes domine toujours bien sûr, mais on ne trouve pas la bonne solution. Peut-être ici avec Pékou, Rust qui se gêne. Pékou, non, finalement ce sera un corner. Alors que vous voyez en gros plan le gardien de Sochaux, Rust. Michel, mais là les défenseurs de Sochaux ont bien joué le hors-jeu. Pas de problème, Maxime Bossis était bien en position de hors-jeu. Il va regagner son poste alors que Rust va pouvoir renvoyer le ballon de l'autre côté du terrain. Mais vous voyez, il revient encore et toujours pour Nantes. Tir de Baronkeli, Rust interpose. Sochaux s'en sort bien, toujours 0-0. Djadaoui, Gay, Posca, l'arrière gauche, ici en gros plan. Mais Bossis intercepte et lance Baronkeli. Centre de Baronkeli, ça ne va pas très loin. Rust peut bloquer ce ballon. Mais vous voyez, tout le jeu se passe du côté de Sochaux. Ici, but de Baronkeli, mais M. Bancourt avait sifflé quelques secondes auparavant un hors-jeu. Et le but est fort justement annulé. Décidément, comment faire? 0-0, c'est également la marque à la mi-temps. Mais vous allez voir, tout va aller très vite. Muller. Pour Baronkeli. Rampillon. Sochaux n'a toujours pas touché le ballon. Muller. Finalement, Djadaoui l'a touché puisque la touche est nantaise avec Baronkeli. Rampillon qui lance Muller. Sur ce centre, Éric Pékou à la réception. 1-0 pour Nantes. C'est le 18e but d'Éric Pékou. Il en avait déjà marqué 3 la semaine dernière à Metz. Regardez au ralenti le centre de Muller. Ruti, le stopper de Sochaux, est lobé. Pékou est tout seul. Le ballon frappe le sol avant de rentrer dans les filets de Rust. Un peu un but comme l'on en voit sur les terrains de handball. Bossis. Maintenant, les joueurs de Sochaux sont quelque peu débordés. Il faut dire que
Les 11 joueurs présents sur le terrain sont très jeunes. Éric Pécou, non, finalement, il a trop poussé son ballon. Toujours 1-0. Il reste 40 minutes de jeu. Sanoun qui est contré par Guinguini, le numéro 10 sochalien. Stopira qui est parti, il semble bien hors jeu. Voilà, mais l'arbitre, M. Bancourt, a sifflé 10 secondes plus tard. Stopira était donc bien hors jeu. Pas de problème pour Nantes qui maintenant fait cavalier seul avec Loïc Amis qui crochette Djadaoui. Un tir de l'extérieur du pied gauche, 2-0 pour Nantes. Loïc Amis ici félicité par ses coéquipiers et un but que nous allons revoir bien entendu au ralenti. Regardez. Rust ne peut qu'effleurer le ballon. 2-0. Rampillon. Muller. Nantes fait maintenant ce qu'il veut sur le terrain. Regardez, Tussaud, il n'est pas attaqué. Un très bon tir qui passe juste au-dessus des buts de Rust. Le public est content. 2-0, ça repart avec Sanoun. Pécou très bien placé du gauche. Le ballon frôle le poteau gauche de Rust. Toujours 2-0, mais on sent que le score va bientôt changer, peut-être sur cette action de Tussaud. Tussaud qui s'est laissé pousser la barbe, tout comme les joueurs nantais, enfin, tout au moins la moustache. Pour la Coupe de France, voilà, Amis a évité Rust, 3-0, le deuxième but du petit ailier gauche nantais, félicité ici par Thierry Tussaud, qui était à l'origine de l'action. Vous revoyez l'action. Rust arrive beaucoup trop tard et malgré le retour d'un défenseur de Sochaux, Ruti en la circonstance, Amis peut placer le ballon dans les filets. 3-0. On pense maintenant que Nantes va calmer le jeu. Il y a bientôt le match de Coupe de France contre Nice. Il n'en est rien. Ici encore un très bon tir de Muller. Et Loïc Amis, le buteur de la soirée que vous voyez en gros plan. Nous le retrouvons ici, balle au pied. Une pichenette. Et voilà, quatrième but de Nantes. Un tir de Michel contré par Gay. Vous allez revoir au ralenti. Rust est complètement pris à contre-pied. Vous voyez, Gay. Et finalement, le ballon qui va tout doucement dans les buts de Sochaux. 4-0, c'est sévère mais c'est normal. Tout au moins sur le vu de la deuxième période. Encore un très bon tir de Pécou qui passe juste à côté. Les joueurs de Sochaux sont visiblement débordés. 4-0, ce sera le score final. Il y avait de Nantes ce soir, côté pile, côté face. C'était un peu, si vous voulez, comme lors du match de Coupe du Monde 78 Italie-Hollande. L'Italie avait réussi une excellente première mi-temps. On ne l'avait plus vu tout au long de la seconde période. Et bien là, c'était la même chose, mais c'était bien entendu l'inverse. Une excellente équipe de Nantes qui a joué un football de très haut niveau tout au long de la deuxième mi-temps. Voilà, j'apprends que Lille, puisqu'il s'agit de la deuxième rencontre que nous allons diffuser ce soir, Lille-Saint-Étienne, ne sont pas prêts tout à fait parce que Jean Rénal a fait des interviews à la fin du match. Il a eu Robert Herbin et José Arribas et cela prend davantage de temps puisqu'après il faut qu'il aille au quart, monter son sujet et le commenter. Donc je pense que dans quelques minutes, Lille répondra présent dans l'émission, mais pour l'instant nous allons passer aux échos. Les échos qui sont très riches en images, mais je dois vous prévenir qu'à la fin de ces échos, il y a une liste de tournois qui peut paraître assez fastidieuse à la lecture. En réalité, il s'agit d'annoncer tous les tournois qu'on lui a pas qu'en France, et je pense qu'une émission de football ne peut pas s'abstenir de faire la promotion de tous ces tournois qui montrent souvent les jeunes en action, qui leur donnent une chance et qui apportent souvent un très bon spectacle au public. Alors, cela peut vous intéresser aussi. C'est ce qu'a fait Alain Jouin. Il a recueilli tout ça et puis d'autres échos, bien entendu, à travers le monde du football.
Après Bratislava, où les chances françaises ont sombré dans les flots du Danube, Jean-Claude Juan a soumis à la question les deux grands absents de ce match, les Marseillais Marius Trésor et Didier Six. Comment est-ce que vous analysez la rencontre Tchécoslovaquie-France avec 48 heures de retard? Je crois qu'en tant que spectateur, pour moi ça a été un très bon match. C'est un match que l'équipe de France aurait pu faire un bon résultat, surtout sous la vue de la première mi-temps où on a un peu pêché au niveau de la conclusion. Et après il y a eu ce pénalty qui a remis l'équipe tchèque en selle, comme on dit. Et à partir de là, je crois qu'il y avait pratiquement plus.